On parle quand même du déficit public, hein. Qui va payer la note, les mecs? Est-ce que c'est nous, citoyens français, qui allons payer la note? Est-ce que c'est les riches français multimillionnaires, multimilliardaires qui vont peut-être aider aussi la France à s'en sortir? Est-ce qu'il y aura des réformes? Est-ce qu'il y aura des... Comment on appelle ça déjà? Pas des réformes. Merde, la Grèce avait connu ça. Merde, ça a un mot. Vous l'avez forcément, le mot, les gars. Merci, Vegeta, pour le sub. Jure. Récession, non. Pas récession. Non, pas austérité, voilà. Est-ce qu'il y aura de l'austérité en France comme en Grèce? Est-ce que les agences de notation vont aussi baisser notre note? Parce qu'on le sait très bien que la France, en ce moment, il y a les périodes européennes. Si les agences de notation baissent la note de la France par rapport à son financement de son crédit ou je ne sais pas quoi, là, ses créanciers pour avoir des bons taux d'intérêt sur les marchés, si ils abaissent la note, c'est un mauvais signal pour Macron et ça clique pour les européennes. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, ça pue les mecs, hein, pour Macron, ça pue. Mais en tout cas, Bruno Le Maire, il a des comptes à rendre. Hein. Bruno Le Maire, vraiment, il a des comptes à rendre. Alors, Brut, l'opposition qui tire à boulet rouge sur le gouvernement. On va en discuter avec vous, monsieur le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, bonsoir. Vous êtes président du parti Les Républicains, donc dans l'opposition, et vous cognez... Alors, ils ont quand même invité un mec qui a détourné aussi de l'argent en public, bref. C'est dur à la fois sur le président, sur le Premier ministre et sur le ministre de l'économie. Mais écoutez d'abord ce qu'en disait le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il est lucide, mais pas trop inquiet. C'est un dérapage dans l'exécution qui est important, pas tout à fait inédit, mais très très rare tout de même. Nous sommes dans une posture qui nous oblige maintenant à des rectifications de trajectoire. Je ne suis pas par exemple en train de dire, comme le disait un ancien Premier ministre, que la France est en faillite, que la France est en défaut, que notre dette n'est pas soutenable. Nous sommes un pays dans lequel on fait confiance et dont la dette est relativement peu chère et trouve toujours à se placer parce que globalement, c'est un pays solide avec un marché large et avec aussi une économie ouverte. Vous êtes beaucoup plus alarmiste que Pierre Moscovici parce que je vous ai entendu dire que la France prenait la trajectoire de la Grèce. Ah oui. Ah, j'ai parlé de la Grèce, les gars. Nous avons quelle situation? 3 200 milliards d'euros de dette prévue à la fin de l'année 2024. On est à 3 100 milliards aujourd'hui, c'est-à-dire 1 000 milliards d'euros de dette de plus que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé. Jusqu'à maintenant, nous sommes le pays d'Europe qui emprunte le plus sur les marchés financiers. Nous avons levé 300 milliards d'euros de dettes l'année dernière, 300 avec ce qu'on milliards. appelle les obligations assimilables du Trésor. Le taux d'intérêt était jusqu'à présent, la signature de la France faisait en sorte que les taux d'intérêt, l'écart avec l'Allemagne, le taux auquel on prête à la France et le taux auquel on prête à l'Allemagne était assez faible. Cet écart est en train de se creuser et il risque de se creuser d'autant plus que nous avons et nous attendons la sanction, mais elle sera vraisemblablement négative, des agences de notation. Si la note de la France, c'est-à-dire la signature de la France, est dégradée, nous aurons une envolée des taux d'intérêt. Et là... Putain, je suis pas très doué en économie, les mecs, hein, mais la semaine dernière, quand je disais que c'était peut-être la fin de l'État-providence, celle qui aide pour le chômage, pour les assurances maladie, pour les retraites, pour je ne sais pas quoi, j'ai l'impression que maintenant, il y aura de moins en moins... L'État va entrer de moins en moins dans nos dépenses. On va devoir se responsabiliser de nous-mêmes. L'État va plus jouer le rôle de soignant, on peut dire ça comme ça, d'infirmier. Pas quelle image, mais démerde-toi avec ça, quoi. C'est une pénalité pour les ménages, pour ceux qui empruntent, les entreprises. Et donc, les Français vont payer l'irresponsabilité de la gestion budgétaire. Comme on a connu ça dans le passé, Nicolas Sarkozy. Faut baisser les impôts. Alors Macron et Bruno Le Maire a dit qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts, mais pas non plus de hausse d'impôts. Donc là, pour l'instant, la promesse, elle a été tenue l'année dernière. C'est vrai que moi, quand j'ai payé mes impôts, bah, c'était les mêmes montants qu'en 2022. Mais combien de temps ça va durer, hein? Mais les gars, quand Macron va finir son mandat, vous allez voir dans quel état il va laisser le pays, hein? Dans quel état il va laisser le pays, les gars, hein? Mais bon, vous avez continué à voter pour Macron, vous vous êtes dit, vas-y, deuxième mandat, pourquoi pas? Ben regardez dans quel état il va laisser la France en 2027, hein. Sarkozy a vu également, lorsqu'il était président, la note de la France être dégradée. C'était après la crise de 2008. Il y a eu aussi des crises traversées par Emmanuel Macron, quand même. La crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, qui a été sans précédent, l'inflation provoquée notamment par la guerre en Ukraine. Tout ça n'était pas prévu. La crise des Gilets jaunes, on peut quand même lui attribuer une grande paternité de ce mouvement,
qui est, je vous le rappelle, la conséquence d'un ras-le-bol fiscal des Français. Déjà. La Cour des comptes, vous citiez Pierre Moscovici, rappelait que sur ces 1000 milliards d'euros de dette, très exact, on est à 900 aujourd'hui, on sera à 1000 dans peu de temps. 260 pouvaient être attribués au Covid. C'est-à-dire que les 3/4 de la dette qui aujourd'hui pèse et leste les finances de l'État ne relèvent pas du Covid. En fait, on a donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un président qui gère mal notre argent? Très mal notre argent. On est le pays au monde où on a les impôts et les charges les plus élevés, prélèvements obligatoires. Vrai coup de gueule, demain rien ne changera sans surprise. Eh ben franchement les gars, vous vous trompez un petit peu quand même. Hein. Vous vous trompez un petit peu parce que je pense qu'avec cette nouvelle-là, il y a déjà des coupes budgétaires dans chaque ministère. On avait vu avec Rachida Dati qui avait pété un cap parce qu'il y avait des coupes budgétaires au ministère de la Culture. Le ministre des Outre-mer aussi, moins d'argent pour les Antilles. Les gars, ça va être chaud. Hein. Et ça va continuer parce qu'il y aura encore des coupes budgétaires par-ci par-là. On va peut-être payer plus d'impôts. On sait pas les mecs, on sait pas. C'est peut-être une catastrophe pour l'avenir. Hein. Pour nous Français. C'est peut-être nous, bah tu vois, ça a été bien dit dans le bandeau. Les Français vont payer l'irresponsabilité de la gestion du gouvernement sur le déficit public. Ah, poteau, on va le payer, mec. Obligatoires les plus élevés au monde. Et on est le pays d'Europe où les dépenses publiques sont les plus élevées. Tout est là. Comme on dépense de la banqueroute. Et on dépense très mal, de surcroît, on finance comment cet excès de dépenses? Par la dette, la sanction est là, et par l'impôt, et la sanction est là aujourd'hui, qui pèse. Alors il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Pas d'augmentation d'impôts, dit Bruno Le Maire, vous le croyez? Bruno Le Maire, c'est un peu un illusionniste. On l'entend aujourd'hui, cet après-midi encore, avec une arrogance insoutenable à l'Assemblée nationale. Donner des leçons, c'est comme s'il n'avait pas été ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans. Alors soit on lui a imposé... C'est ce qu'il laisse entendre en privé. C'est soit M. Macron lui a imposé une politique, mais alors, s'il avait du courage, il aurait fallu qu'il s'écarte, soit il est comptable de cette situation. Et je pense qu'il nourrit beaucoup d'ambitions pour la suite. Mais je crois que ces ambitions, elles se dilueront dans son bilan. Parce que son bilan... Pas de l'ISF, des milliards CICE aux grandes entreprises du CAC 40, fraude fiscale, des milliards à l'Ukraine, on se fout de nous. Voilà. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage, ils veulent la mort du service public. Mais après, les gars, ça c'est des propos tenus par la droite. Ils le disent chaque année et j'ai l'impression que plus je les écoute et je les donne presque raison dans le sens où ça va dans le... Macron va regarder la situation de l'hôpital public. Regardez la situation de l'hôpital public et de l'école publique. À chaque fois où on injecte de l'argent, la situation est toujours aussi catastrophique. Je suis désolé les gars, c'est réel, on se fout de nous, il y a de l'argent à récupérer ailleurs, pas de problème. Mais est-ce que l'argent qu'on va récupérer ailleurs sera correctement investi dans les services publics? Elle est là la question. Elle est là la question. Parce que, excusez-moi, tu récupères la fraude fiscale, pas de problème. Tu récupères les milliards qui ont été donnés par le CICE aux grandes entreprises qui ne nous ont pas promis les emplois. Bah après, tu fais quoi de l'argent? Tu vas les donner dans les mains de Bruno Le Maire, mais ça peut être encore plus catastrophique, ou au pire, il va résoudre aucun problème. C'est ça le truc, les gars, c'est bien beau d'aller récupérer l'argent, mais pour faire quoi? Avec ces mêmes personnes qui ne savent même pas gérer notre argent. Il va rien injecter dans les hôpitaux, dans les écoles. Exactement, frère, ça va être une dinguerie, enfin... Excusez-moi, hein. Je suis pas économiste, mais je constate que depuis 7 ans, c'est la merde. Financièrement parlant, c'est la merde. Il est épouvantable. Ça sera le ministre de l'économie et des finances, lui aussi, qui sera comptable de cette masse écrasante de dettes. Ouais. Et ce qui est d'autant plus insupportable, et ce que ne comprennent pas les Français, c'est que plus on dépense, plus on s'endette, plus on paye d'impôts, moins les services publics d'État sont performants. Moins on a des services de qualité à l'hôpital, moins l'éducation nationale transmet des repères et des valeurs à nos enfants, moins la justice fonctionne. C'est ça que les Français ne supportent plus. Oui, mais vous avez agacé le ministre de l'économie, Éric Ciotti. Sûrement. Parce qu'il a dit ils sont gonflés, les Républicains, de me faire la leçon. Alors si on les avait écoutés, ils auraient cramé la caisse. Oui, il dit ça. Ils reprennent le terme de Valérie Pécresse, votre candidate, en reprenant des arguments factuels, certes. En septembre, M. Ciotti, vous avez proposé
de baisser de 15 centimes. On peut la supprimer, la dette. La dette, c'est virtuel, on pourrait la supprimer sans avoir rien à faire. C'est ça qui est débile, putain. Excusez-moi, mais... En tout cas, supprimer la dette, c'est pas ce qui s'est passé en Grèce, hein. La Grèce, l'Argentine, qui est un pays très endetté aussi... Je sais pas, on te prête de l'argent, ok, il y a des milliards de pays endettés, comme le Japon qui a 200% de son PIB, les États-Unis, n'en parlons même pas. Supprimer la dette, waouh les gars, c'est de l'utopie, hein. On n'est pas l'Argentine, d'accord, on n'est pas l'Argentine, mais un pays endetté, bah c'est un pays qui doit de l'argent, point. Enfin, je comprends pas les mecs, hein. Les banquiers tiennent les pays par les couilles, ça me détruit. Ça c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai. Tous les pays sont endettés, donc on pourrait tous supprimer en collectif. Ah bah... Ah. Pas si c'est possible, hein. Franchement, je sais pas si c'est possible de, en claquant des doigts, supprimer la dette française ou la dette d'un pays, les gars, hein. Je sais pas. Hein. Centimes des taxes sur l'essence, ça coûte 12 mecs, hein. milliards d'euros. En octobre, combien ça coûte? Ça coûte 5 milliards d'euros. Bon, on avait quand même 5 milliards. Écoutez, c'est 10 milliards. Je finis juste. En octobre, vous proposez un amendement LR pour une TVA à 5,5% dans le cas de travaux de rénovation des logements. En octobre, 10 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages et les entreprises. En janvier, un revenu net de 1 500 euros pour les agriculteurs. C'est pas la rigueur avec vous. Hein. Écoutez, nous, ce que nous avons fait, contradictions. Le budget, il se vote une fois par an. Ça s'appelle la loi de finances. Les Républicains, et vous êtes un observateur, ont déposé un contre-budget. Oui. Après, il y a des députés qui peuvent défendre de façon individuelle des amendements. C'est la liberté d'amendement, mais le parti, le groupe, présidé par Olivier Marleix, en accord avec nos amis sénateurs, on a présenté un contre-budget. Dans ce contre-budget, il y avait 25 milliards d'économies. 25 milliards d'euros d'économies. Ou par exemple et il y avait, je vais y venir, et il y avait 10 milliards d'euros, de dépenses fiscales ou de dépenses nouvelles, et notamment en pleine crise de pouvoir d'achat. Et là, vous parlez du CAC 40, etc. Attention à ne pas confondre, hein, parce que là, quand on parle de déficit public, on parle de la... comment on appelle ça? On parle du solde, du compte, comment l'État français dépense son argent dans les administrations publiques. Donc attention, il ne faut pas mélanger les déficits publics, les gars, c'est vraiment les fonctionnaires, comment l'État fait tourner son économie dans les administrations publiques. Enfin, attention quand même, hein, faut pas tout mélanger, parce que là, je vois qu'il y en a qui parlent du CAC 40, des entreprises privées. Enfin, attention, faut pas tout mélanger, les mecs. Attention. Il y avait un allègement de la fiscalité sur l'énergie et qui... c'est quoi le CAC 40, Dofla? Bah, c'est un indice boursier. Enfin, c'est quoi le rapport avec le CAC 40, là? Coûtait 5 milliards d'euros. Donc, c'était, dans les dépenses qu'on produisait, il y avait les allocations familiales dès le premier enfant, et il y avait un allègement des droits de succession. Ça, c'était la colonne dépenses pour environ 10 milliards d'euros. Il y avait la colonne économie pour 25 milliards d'euros. Dans cette colonne, on avait une modification du régime d'indemnisation du chômage. C'était un gain de 6 milliards d'euros. C'est ce que veut faire le gouvernement. On avait aussi le plafonnement des allocations, de la somme des allocations pour 3 milliards d'euros. On supprimait certaines niches fiscales dont ont bénéficié des entreprises qui ont fait d'énormes bénéfices pour 3 milliards d'euros. On supprimait le crédit d'impôt recherche pour 2 milliards d'euros aux banques et à la grande distribution. On supprimait alors pourquoi on ne le fait pas si c'est aussi simple que ça? Parce que vous avez tout listé. Parce que le gouvernement s'est opposé. Pour l'instant, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous aspirons à l'être pour mettre en place... 25 milliards, c'est pas suffisant. Hein. Moscovici dit qu'il faut 50 milliards. En tout cas, nous, dans l'opposition, c'est assez inédit. De dire, voilà, j'entends les procès, on prend des amendements des uns et des autres, et on additionne des choux et des carottes. Vos députés font beaucoup d'amendements qui coûtent de l'argent. Le projet, oui, mais ceux de la majorité aussi. Oui, mais tout le monde dépense. C'est vous qui donnez des leçons, je comprends. Mais c'est un marrant, lui, hein. Il dit la majorité aussi. Bah ok, frérot, mais on retient que toi aussi tu veux cramer la caisse. Il est bizarre, lui. Il est con, quoi, Éric Ciotti. Il parle des autres, mais on parle de toi, imbécile. C'est toi qui as été invité, là. Si vous additionnez ceux de la majorité, il y a deux textes. Il y a le texte du gouvernement qui aboutit à 5,5 points de déficit public, à 3200 milliards d'euros de dette. Et il y a le texte des Républicains qui rééquilibrait. Alors, il faudra sans doute aller plus loin demain. Et moi, j'ai une conviction très forte. Il faut une nouvelle loi, là, de finances.
il faut un projet de loi de finances rectificative. Naturellement, là, on est convoqué à un débat le 29 avril, mais c'est encore de la communication. Oui, là, il n'y aura pas de vote, là. C'est encore de la communication, sans vote. Par rapport à la dérive budgétaire, la prévision de croissance pour 2024, elle est fausse. D'ailleurs, elle vient d'être rectifiée. Toutes les recettes... Les recettes qui rentrent depuis le 1er janvier sont beaucoup plus faibles que prévu, donc il faut très clairement modifier ce budget. Christophe Barbier, on entend Éric Ciotti qui dit qu'il faut faire plus d'économies, mais enfin, depuis 1975, on est en déficit. Et depuis 1975, au pouvoir, la gauche et la droite se sont succédés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en France, on dépense plus chaque fois? Parce qu'on n'arrive pas à juguler deux monstres. Un, c'est normal. C'est la dépense sociale. Les maladies coûtent de plus en plus cher, la fin de vie coûte de plus en plus cher. C'est difficile de tailler dans ces dépenses-là et de dire aux gens, vous serez malade, vous mourrez plutôt que prévu parce qu'on n'a plus d'argent. Donc celui-là, la dépense augmente, c'est normal. En revanche, l'autre monstre, c'est l'emploi public. Personne n'a réussi à faire une réforme de l'État, une réforme des collectivités locales. Une réforme structurelle, où on diminue l'emploi public. Et là, c'est pas prévu pour l'instant. C'est l'échec majeur d'Emmanuel Macron, qui a vraiment rien fait de ce côté-là. Encore 59 000 emplois publics. Ouais, il y a plein de personnes, c'est ce que je disais, Croft, tout à l'heure, il y a des mecs de la droite qui disent que notre modèle social, maintenant, dans le 21e siècle, enfin, en tout cas en 2024, après le Covid, il va devenir de plus en plus impossible. C'est ce que je disais, l'État-providence, les gars, ça va être un lointain souvenir, à moins qu'on ait justement des éléments de réponse de la part de la gauche pour vraiment continuer le socialisme en France. Mais t'as le sentiment quand même que... Déjà, tu vois Gabriel Attal faire des déclarations en mode on va taper sur les chômeurs indemnisés qui veulent pas travailler, on va taper sur l'assurance maladie, on va faire ci, on va faire ça. T'as l'impression maintenant qu'on va surresponsabiliser les mecs, le libéralisme, hein. Le libéralisme, ça va devenir la norme, on sait pas. Aïe, aïe, aïe. Je jure que la gauche aggraverait la situation à la fin. Bah, excusez-moi, hein, le gouvernement de droite de Macron qui a enculé nos dépenses en plus de 7 ans à la tête de l'État, 7 ans pour enculer notre déficit. Non. Bon, je vais bien comprendre la crise du Covid et tout, mais il y a quand même un -6, un -4, un -5. Le déficit n'a même pas été en positif une seule fois en 3 ans, ni en 4 ans. Enfin, ça fait peur quand même, les gars. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. C'est du mytho, le Covid. Ah, le Covid, il y a eu quand même pas mal de dépenses publiques, les gars. Enfin, moi, je veux comprendre, vas-y, quand il y avait les aides aux entreprises, chômage indemnisé, chômage partiel, blablabla, je veux bien comprendre que, vas-y, le Covid, c'est normal qu'on ait ce chiffre. Mais là, en 2021, 2022, 2023, c'est pas normal, wesh. Il a enculé notre argent, les mecs, hein. Il a enculé notre argent, Bruno Le Maire, hein. Son salaire de 8 000 € par mois, en plus, là. N'importe quoi, frère. Public créé en 2023. Il avait promis de supprimer des postes. Hein. Exactement. Tous ont promis de supprimer des postes. François Fillon, c'était 500 000, ça lui a coûté cher dans les sondages. Nicolas Sarkozy avait tenté quelque chose avec la RGPP, avec un emploi sur 2 pas remplacé, mais ça avait un peu désarticulé la fonction publique, comme si ça l'affaiblissait plus que ça ne la faisait maigrir. Quant à dégraisser le mammouth, pour reprendre une expression qui, elle, venait de la gauche, ça n'a jamais fonctionné. Et moi, je ne veux pas douter de la bonne volonté des hommes d'État qui se sont succédés au pouvoir. Il y a une incapacité structurelle des gouvernants successifs à faire baisser le nombre de fonctionnaires dans notre pays. Je crois que le moment est venu de faire une grande réforme structurelle. Et comment on fait? Comme le général de Gaulle l'avait fait en 58 quand il... Oh, vous aimez trop citer le général de Gaulle, c'est pas possible. Il est arrivé au pouvoir, il avait demandé à 2 économistes, à Armand et Rueff, de présenter un grand plan, de faire... une restructuration de l'administration. Aujourd'hui, on a une administration qui produit beaucoup de normes, qui dans certains secteurs est trop nombreuse, qui est insuffisante dans d'autres. Exemple. Il manque des effectifs. Il manque des effectifs. Mais la réforme soignants. de l'État, c'est quoi la réforme d'État concrètement? Par exemple, l'hôpital. Moins d'administratifs, plus de soignants? 1 100 000 agents hospitaliers. Il y a plus de 350 000 administratifs. Et il y a qu'est-ce qu'on fait, on les vire? trop peu de soignants. Il faut les réaffecter progressivement. Réaffecter, c'est pas des économies. Dans d'autres administrations, il faut moins recruter d'administratifs quand ils partent en retraite, moins les remplacer et recruter plus de soignants. Il y a 475 si on remplace moins, mais qu'on recrute à d'autres postes, il n'y a pas d'économie, monsieur Ciotti. L'opération zéro. Si, parce qu'il y aura un solde positif. Il y a 475 agences de l'État.
475 agences de l'État. Aujourd'hui, que font ces agences qui sont souvent en doublon? Bruno Le Maire veut s'y attaquer. Il leur a demandé de faire des économies. Oui, le moment est venu de le faire. On laisse... Ce sont les Français qui payent pour la gabegie de l'État. Ça veut dire changer le statut de la fonction publique et notamment l'emploi à vie. On est nul quand même, ouais, l'emploi à vie, le CDI, etc. on est nul sur ça, hein. Vous vous rendez compte que Louis Vuitton sait gérer son argent, le CAC 40, les patrons du CAC 40, c'est à peu près la même chose, et nous, Français, enfin l'État français, Bruno Le Maire, c'est un mauvais PDG en fait. C'est un mauvais PDG, mon gars. Personnellement, j'y suis favorable. Ça ne doit plus être un tabou. Il y a aussi la question des jours de carence quand on a des congés maladie. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des jours de carence harmonisés entre le public et le privé. 3 jours de carence. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés sur ce sujet. Mais le statut de la fonction publique, moi, j'aimerais bien avoir des jours de carence. Hein. S'y attaquer, ça fait partie de cette restructuration. Puis après, mais je suis streamer. Vous parlez du modèle social. Le modèle social, dans ses déficits, on a un budget de l'État en gros à 500 milliards. On a un budget social à 750 milliards d'euros. Le budget social, il est en déficit que de 11 milliards d'euros. De 11 milliards d'euros sur 700, en gros. Ça veut dire, c'est l'épaisseur du trait. On en parle beaucoup. De l'autre côté, le budget de l'État, il y a 500 milliards d'euros de dépenses, 350 de recettes, 150 milliards d'euros de déficit. C'est là où l'État ne fait pas les économies nécessaires. En même temps, Gaëtan, depuis 1975, on vit avec ce déficit et les Français qui nous écoutent se disent bon, très bien, mais ça ne n'empêche pas de... Voilà, la France tient toujours. Effectivement, le dernier budget équilibré, c'était en 1974. Effectivement, et depuis, on a cessé de creuser les déficits. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la nature des dépenses. Aujourd'hui, le problème, c'est que la France est confrontée à des dépenses qui ont été contraintes par les différentes crises qu'on a connues. Alors, certes pas au même niveau que ce que la France enregistre aujourd'hui, mais des dépenses très importantes. En fait, les dépenses aujourd'hui qui produisent de la richesse, ce sont les dépenses d'investissement. Et c'est cela qu'on peut regretter aujourd'hui. Il n'y en a pas suffisamment. C'est les dépenses de fonctionnement, quoi. Exactement, tout à fait. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une croissance qui ralentit. Donc, on a moins de recettes fiscales. Et si on s'attaque de trop près à la dépense, ça peut être aussi contre-productif. C'est-à-dire que ça peut encore ralentir la croissance économique. Donc, il faut rééquilibrer les dépenses. Vous savez, dans une entreprise, quand elle est en difficulté, elle pose un diagnostic. Elle regarde ce qui ne va pas. Elle met en place un plan d'action. Et ensuite, elle vérifie que les mesures de son plan d'action sont bien mise en place et respectée. Pourquoi on ne fait pas pour l'État ? Ce que ne fait pas l'État. L'État réagit. Pourtant, on a la Cour des comptes qui fait le diagnostic régulièrement. La Cour des comptes, vous savez, ce n'est que consultatif. Oui, mais c'est un diagnostic. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, on prend des plans d'action à court Elle est déjà meilleure que Bruno Le Maire dans son diagnostic, hein, cette demoiselle. Enfin, comment elle explique le truc, quoi. terme. On ne pose pas ce diagnostic. Pas des coups de rabot. Exactement. Parce qu'il faut avoir des résultats tout de suite. Il faut avoir des résultats tout de suite parce que vous ne savez pas si dans 5, 7 ans ou 10 ans, vous serez toujours au pouvoir pour porter les fruits, en fait, du plan d'action que vous avez mené. Prenons une ligne. On va faire comme si on regardait un budget, c'est le cas de le dire. On prend une ligne. La protection sociale. C'est 32% du PIB. 840 milliards, c'est ça, monsieur Ciotti ? La protection sociale pèse 840 milliards, putain. Ok, 750. Parce que là, si je regardais, 848 milliards. Ce qui correspond à 12 250 euros, on va dire 13 000 euros par habitant. 217 milliards d'euros, c'est la vieillesse. 183 milliards d'euros, c'est la maladie. La famille, 40 milliards. Enfin, c'est des sommes qui sont colossales. Est-ce qu'on peut regarder précisément, là, alors ? Nous, ce qu'on propose notamment, c'était le cas dans le contre-budget, c'est que certaines allocations soient plafonnées. Lesquelles ? Allocation logement, allocation familiale, qu'il n'y ait pas un cumul qui permette de plus gagner quand on ne travaille pas que quand on travaille. Vous vous attaquez aux ménages les plus modestes aussi ? Pas forcément, parce que le soutien aux ménages modestes, c'est le travail, c'est l'emploi et c'est le salaire. Oui, moi, je pense aujourd'hui, si on dresse le constat de la situation économique de notre pays, cet endettement et cet excès de dépenses publiques, il conduit à quoi ? Il conduit à des prélèvements obligatoires très élevés qui pèsent sur le salaire. Aujourd'hui, on a un coût du travail qui, globalement, est plus élevé que la moyenne européenne.
d'environ 20%, et on a un salaire net, donc ce qui fait vivre ceux qui travaillent, qui est plus faible que la moyenne. Alors, ce qu'il faut faire peser sur... C'est ça le problème. Si vous réduisez les cotisations, le problème, c'est qu'il faudra faire des choix, parce que ces cotisations, elles ont un objectif, elles financent quelque chose. Est-ce qu'il faut faire peser tout ça sur la consommation? C'est une piste d'ailleurs qu'a évoqué Bruno Le Maire, c'est ce qu'on appelle la TVA sociale. Moi, je pense qu'il ne faut plus financer le modèle social, donc, que vous évoquiez, vous avez donné les chiffres, uniquement sur le travail. Il faut que l'assiette de prélèvement... Donc vous dites OK pour augmenter la TVA et baisser les cotisations salariales? C'est que l'assiette soit plus large. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Bruno Le Maire dans son livre? Il faudra qu'on l'étudie. Moi, ça ne me choque pas. Elle a circulé chez vous. Les retraités, par exemple, pourraient cotiser? Non, les retraités, je crois qu'il y a eu un pacte entre la nation. Tout le monde vote. Oui, mais les retraités plus que les jeunes. Et souvent pour M. Sotti. Non, parce que si vous dites que les cotisations... Je suis pas partisan. Pardonnez-moi, mais si vous dites que les cotisations ne doivent pas reposer que sur les seuls salariés, sur qui ces cotisations doivent reposer? Les retraités, par exemple. C'est intéressant ce qui se passe. Qui ont un pouvoir d'achat très important. Pour l'instant, personne ne parle de taxer les riches, les mecs. Hein. Là, ça parle des jeunes, ça parle des familles modestes, de la CAF, des allocations, de plafonnement. Il n'y a même pas le mot ultra riche, super riche, millionnaire, ISF, impôt sur la fortune, et j'en passe. Taxe sur les dividendes, mes couillons ski, personne. Personne n'a parlé de ça sur le plateau pour le moment. Les retraités, ce sont pour moi des gens qui ont travaillé. Bizarre. Oui. Hein, parce qu'il y a un contrat social avec eux. Les retraités d'aujourd'hui sont les travailleurs d'hier. Et ils ont payé des cotisations. Et donc, ils attendent légitimement... mais c'est ceux qui travaillent qui payent leur retraite. Le respect du contrat social, de la parole donnée. On pourrait évoquer le fait que ce modèle social, il soit financé sur des prélèvements, peut-être sur des transactions financières. Ouais, c'est vrai, les gars. Personne parle de la fraude fiscale pour l'instant. C'est fou. Hein. Peut-être sur les importations. Il y a la question de la TVA sociale. Donc on ne touche pas aux retraités. Par exemple, indexer les pensions de retraite sur l'inflation, ça nous a coûté des milliards d'euros. Hein. Oui. Vous voyez des retraites, la majorité des retraites, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui gagnent 800... Mais les retraités français sont mieux lotis que beaucoup de retraités en Europe, et parfois mieux lotis que les salariés. Les études le démontrent. Je ne crois pas. Moi, je vois dans ma ville, dans ma circonscription... Bien sûr, je ne parle pas des petits retraités. Oui, mais c'est la grande majorité, les petits retraités. Donc, on a une espérance de vie qui a augmenté, il y a plus de retraités, donc ce qui fait qu'en volume, ça coûte. Mais pour autant, quand vous gagnez 800 € ou 900 € de retraite, on s'était battu dans la réforme des retraites pour que personne n'ait moins de 1200 €, ce qu'on appelait le MILCO, le minimum vieillesse, le MICO, pas le MILCO, le MICO. Voilà, c'est pas eux auxquels il faut s'attaquer. Il y a d'autres mesures qui servent. La fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros jusqu'à 100 milliards. La fraude sociale, si on prend juste la CAF, c'est entre 1 et 2 milliards d'euros par an, source AFP. Donc, taxer les riches. Ouais, il faut taxer les riches, évidemment. 100 milliards. J'ai vu d'ailleurs que Gabriel Attal, il avait fait une conférence de presse pour se féliciter d'avoir récupéré pas mal d'argent issu de la fraude fiscale. C'était pas plus tard que la semaine dernière, les gars, je crois. La semaine dernière, il s'était félicité de ça. C'était une des plus grandes saisies de l'histoire de notre République. Je sais pas, d'avoir récupéré pas mal d'argent issu de la fraude fiscale. La semaine dernière, il s'était vanté de ça, je crois. Circule, hein. À gauche, par exemple, ils disent on n'a qu'à taxer les super profits. Même au sein de la majorité. Certains le disent. Yael Braun-Pivet, elle n'est pas contre. Moi, je dis quand on est le pays au monde où il y a le plus de prélèvements obligatoires, on ne charge pas la barque. Oui, enfin, pour ceux qui seraient concernés, ces quelques centaines de personnes, ça ne changera pas leur mode de vie. On ne charge pas la barque fiscale. En tout cas, on touche à ça avec beaucoup de prudence. Moi, je ne suis pas pour l'augmentation des prélèvements obligatoires parce qu'aujourd'hui... Donc vous dites, M. Sotti, on peut baisser les allocations logement ou familiales, mais on ne touche pas à des super profits, super dividendes. Vous pouvez l'assumer, mais pour résumer, c'est ça. Les super profits, ce sont des entreprises, ce sont des emplois. Encore une fois, moi, je veux qu'on valorise et qu'on soutienne le travail. Ce discours, il déstabilise nos équilibres économiques, il déstabilise notre compétitivité. On a des impôts de production. Votre point commun avec Emmanuel Macron. On a des impôts de production qui sont 5 points plus élevés
que la moyenne européenne. Ça veut dire quoi? Qu'on est moins compétitif. Ça veut dire que des entreprises se délocalisent, qu'on perd des emplois et donc qu'on perd des cotisations. Donc toucher au levier fiscal, pour moi aujourd'hui est une faute, est une erreur. C'est même l'inverse qu'il faut faire. Il faut qu'on favorise le pouvoir d'achat par le salaire. Il faut qu'on favorise le pouvoir de produire par la baisse des charges qui pèsent sur les entreprises. Et je rajouterais qu'il faudrait qu'on favorise le pouvoir de transmettre du patrimoine pour débloquer les 1000 milliards, plusieurs milliards, milliers de milliards d'euros d'épargne qui sont bloqués et qu'on devrait faire circuler au service des jeunes générations. Alors, si la loi de finances 2025 à l'automne ne vous convient pas, vous ne la voterez pas. Elle passera par 49.3. Si elle ne vous convient vraiment pas, irez-vous jusqu'à voter une motion de censure qui pourrait rassembler toutes les oppositions? Par exemple, une motion de censure déposée par le groupe Lyot qui est central, quitte à faire tomber le gouvernement. C'est une hypothèse qui est sur la table, très clairement. Pour l'automne? Et est-ce que s'il y a un budget rectificatif après les JO, en juin, juillet... Qui a envie d'écouter Ciotti, les gars, vraiment? Qui a envie de l'écouter à la télévision? Les téléspectateurs qui sont au courant de ses affaires avec sa grand-mère, maison de retraite, etc. Il a récupéré de l'argent public pour financer cette maison de merde. Qui a envie de l'écouter maintenant sur ce qui est sur les questions économiques? Vraiment. Vraiment. S'il y a ce qu'on appelle un PDFR, désolé pour le terme, c'est un budget rectificatif en juin, juillet, est-ce que vous pourriez, si vous ne convient pas, faire tomber le gouvernement à ce moment-là? Je crois que juste avant les Jeux Olympiques. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans cette situation. L'éditorialiste à droite. C'est possible. On ne peut pas continuer dans cette situation, dans cette dérive qui met en péril l'avenir de notre nation. Mais faire tomber le gouvernement avant les JO, vous dites, ce n'est pas irresponsable, dangereux? Nous verrons le calendrier qui est choisi par le gouvernement. Mais ce n'est pas exclu. Les JO, c'est... Non mais jamais de la vie, le gouvernement va tomber avant les JO, c'est impossible. Oh, les gars, ce serait impossible parce que là, ils vont voter le budget rectificatif avant le mois de juillet. Ils peuvent déposer une motion de censure. Si elle est majoritairement votée, le gouvernement tombe. Et du coup, on va repasser dans les urnes pour voter nos députés. Mais à aucun moment, ça va arriver, les gars. À aucun moment. En plus, on la connaît, la droite. La droite de Ciotti, les Républicains, c'était les seuls qui pouvaient renverser le gouvernement en votant la motion de censure de la gauche, enfin de la NUPES et du RN. Ils l'ont pas fait. Ils sont désistés, débinés, je sais pas c'est quoi le mot, mais... Jamais avant les Jeux Olympiques, le gouvernement pourrait tomber, les gars. Je pense que c'est pas possible. Hein. Pas une échéance législative, c'est pas une échéance politique. Ça l'est pour M. Macron, elle ne l'est pas pour nous. Ce député des Alpes-Maritimes que je vais m'adresser parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez pointé ce qui s'est passé dans un quartier qui est situé à l'ouest de Nice, qui s'appelle le quartier des Moulins. Alors attendez, 2 secondes, les gars.